Nous allons maintenant accueillir Monsieur Murcier pour la conférence, donc sa première conférence, qui s'intitule « Quels sont les impacts de l'évolution sociétale sur l'éducation ?» Merci. Au cours des 40 dernières années, de nombreux bouleversements familiaux se sont produits avec l'apparition de différents agencements familiaux. Familles monoparentales, foyers monoparentaux, recomposition familiale, homoparentalité, faisant naître une pluralité d'agencements familiaux, au sein desquels le modèle du nouveau père est venu questionner le rôle et la fonction qui était auparavant assignée au père dans la famille traditionnelle, élargie ou nucléaire. Pour des raisons complexes, les sociétés occidentales ont connu dans les dernières décennies une chute globale de la nuptialité, une hausse de la divorcialité, une multiplication des unions libres et corollairement des désunions libres. Actuellement en France, le taux de divorce ou de séparation est de 30%, c'est-à-dire que quasiment un mariage sur 3 se traduit par un divorce. Et en Île-de-France, le taux est encore plus important puisqu'il atteint 50%. Dans la majeure partie de ces cas, la résidence habituelle des enfants est fixée chez la mère, le père devenant alors, très souvent, un père épisodique, à qui il incombe de prendre en charge ses enfants le week-end et lors d'une partie des vacances scolaires. De cette désunion naît souvent une nouvelle recomposition familiale. Alors le problème de la recomposition familiale, il n'est pas récent, puisque depuis très longtemps il existait pour les questions de veuvage notamment, dans la société traditionnelle. Ce qui est nouveau, c'est la multiplication de familles où les enfants cohabitent avec un seul parent et son nouveau conjoint, alors que le second parent, bien qu'absent, soit toujours en vie et qu'il peut maintenir avec ce dernier des relations autonomes. Comme son nouveau, le développement de recomposition-décomposition familiale successives, pouvant donner lieu à des ruptures familiales et à nouveau aussi l'essor des familles monoparentales. Donc, tous ces nouveaux agencements viennent complexifier aussi ce qu'on entend par famille et du coup la place des pères et des mères au sein de la famille. Ce qui a changé aussi depuis les années 60, c'est que les conditions de vie des familles se sont complexifiées, avec notamment l'accroissement du chômage, la précarisation et la paupérisation d'un nombre croissant de familles, notamment monoparentales. Le développement aussi d'une vulnérabilité des familles, de certaines familles, qui n'est pas tendue à leur forme, c'est-à-dire, par exemple, le fait d'être une famille monoparentale, mais plus aux conditions socio-économiques et à l'isolement qu'elles peuvent connaître. Sur la monoparentalité, par exemple, il y a des travaux de Gérard Mérand et de Patricia Rossi qui montrent que ce n'est pas la situation de monoparentalité qui est problématique, mais la précarisation qu'elle sous-tend pour beaucoup de femmes élevant seules leurs enfants. En effet, dans nombre de situations de monoparentalité, la précarité économique se conjugue souvent avec un isolement relationnel, familial, amical, et parfois une fragilisation psychologique. Un autre point, depuis les années 60, est apparu sur le devant de la scène publique, dans les médias, dans les discours politiques, dans les discours communs, la figure de l'enfant roi. Cette figure, continuellement invoquée et convoquée depuis les années 80, véhicule des messages à la fois sociaux, politiques et idéologiques. L'enfant roi apparaît être devenu une figure obligée de la scène sociale. L'utilisation massive de cette expression interpelle et pose de nombreuses interrogations. Qu'entend-on par cette expression? Les enfants sont-ils rois? Leur condition est-elle enviable? Les discours dont ils sont l'objet apparaissent contradictoires, comme les pratiques ordinaires qui les visent dans les institutions, entre adulation, passion, pénalisation, stigmatisation, disqualification
responsabilisation, voire surresponsabilisation des enfants. La question des enfants rois se trouve prise au cœur de divers enjeux, idéologiques bien sûr, sociaux, juridiques, où diverses tendances, que ce soit sociologiques ou celles liées aux pratiques institutionnelles, se renvoient dos à dos, représentation et réalité, qu'il s'agit de décrypter, identifier, repérer et mieux comprendre. La place de l'enfant dans la société est en effet largement médiatisée, politisée et mise en lien avec des discours mettant en exergue la crise supposée de l'autorité, l'accroissement de la violence, de la délinquance, à des âges de plus en plus jeunes. Je vous renvoie au rapport du député Benistide en 2005, qui a donné lieu au mouvement pas de zéro de conduite pour les bébés de 23 ans, où était préconisé, suite au rapport de l'INSERM, qu'il serait possible de prédire la délinquance à venir dès 3 ans, c'est-à-dire dès la crèche. Ainsi que la question de la récidive ou de l'impunité supposée dont bénéficieraient les mineurs. Et là aussi, il est intéressant de voir qu'il y a des propositions de loi qui visent à faire qu'il n'y ait plus de juge des enfants, mais un juge des mineurs en 3 mots, pas en 2 mots, quoique. Le terme enfant n'est pas un terme juridique, mais il était important dans l'ordonnance de 1945 pour rappeler qu'un enfant, ce n'est pas un adulte. Il y a pas mal de dispositions, par exemple, comme dire qu'un mineur de 16 ans pourrait être jugé comme un majeur. C'est-à-dire qu'il perdrait la qualité d'enfant, et notamment quand il aurait commis des délits, il n'aurait plus l'excuse de minorité. Et si l'expression commune d'enfant roi est largement utilisée, tant par les professionnels de l'enfance que par tout un chacun, elle renvoie à un ensemble de représentations de l'enfance. Tyrannie, toute puissance, enfants sans limite, parents vulnérables, démunis, démissionnaires, qu'il convient alors de responsabiliser, de rappeler à leurs devoirs. Il est à noter que cette expression est généralement utilisée pour qualifier les enfants des autres, rarement les siens, puisqu'elle pointe en général un défaut d'éducation, qu'il s'agisse de ceux dont on a la charge à titre professionnel ou de ceux qu'on croise dans son entourage familial, amical ou de voisinage. Cette expression constitue un stigmate projeté sur le monde de l'enfance, sans qu'on sache réellement de quel enfant il s'agit. Comme l'a si bien mis en évidence Pierre Bourdieu, la jeunesse n'est qu'un mot. Il en est de même pour l'enfance. Notion constituant une catégorie sociale, l'étiquette d'enfant roi réunit ainsi des enfants d'une grande diversité tant par leurs conditions réelles d'existence que par leur expérience subjective. Il est indéniable qu'une modification profonde des représentations de l'enfant et de l'enfance s'est produite dans la société française. Ces modifications, associées à l'évolution des mentalités et des mœurs, donnent lieu à une reconfiguration des relations parents-enfants et concourent à la modification du fonctionnement familial, sous l'influence du mouvement de démocratisation de la famille qui s'est amorcé à partir de la fin des années 60. Si la fin du règne de la toute-puissance paternelle est incontestablement un progrès tant pour l'émancipation des femmes que des enfants, la démocratisation de la famille a mis à mal l'appréhension de l'autorité dans la famille existant avant mai 1968. Assimilée alors à l'incapacité de se faire obéir, alors que, comme le soutient Hannah Arendt, l'autorité est la qualité d'obtenir une adhésion spontanée, volontaire et dégagée de toute contrainte. L'autorité d'antan n'est plus acceptée et envisageable aujourd'hui. La mise en avant de la reconnaissance d'un ensemble de droits aux enfants, l'évolution des échanges intrafamiliaux, actuellement basés sur la négociation et l'argumentation, la reconnaissance aux enfants du droit d'être entendus sur tout sujet les intéressant en fonction de leur capacité de discernement, donne lieu à un discours négatif et explicatif des difficultés que connaissent nombre d'enfants, sans que soient réellement interrogées leurs conditions réelles d'existence, la solitude enfantine, leur exclusion d'espace public, l'inactivité de leurs parents, le déplacement, la précarité, la pression scolaire, le manque de relations et de contacts personnalisés avec des adultes autres que les parents ou les membres de la famille qui se sentent responsables et assument leur place auprès d'eux. Si la démocratisation de la famille complexifie les relations parents-enfants,
comme le souligne le philosophe Alain Renaud, puisqu'en libérant progressivement les êtres humains de leur assujettissement traditionnel, la modernité a imprimé aux relations de pouvoir et d'autorité une dimension contractuelle, en vertu de laquelle il n'est tendanciellement plus de pouvoir qui se puisse exercer aujourd'hui sans se soucier d'obtenir l'adhésion de ceux sur lesquels il s'exerce. Cette dynamique démocratique a transformé le rapport à l'enfance de manière positive, dégageant l'éducation de toute confusion avec un dressage déshumanisant. Il nous semble que prédomine toujours une asymétrie des places au sein des familles, et que c'est bien parce que l'enfant n'occupe pas une place identique à celle de son ou ses parents qu'il en accepte l'autorité. Loin de l'idée communément admise du refus par la jeunesse de l'autorité, c'est l'arbitraire de l'autorité d'antan qui n'est plus accepté et rend nécessaire la négociation et l'argumentation. En même temps que la figure de l'enfant roi s'est déployée dans la société, on assiste à la mise en avant de la figure des parents démissionnaires et à l'invention de la notion de parentalité. Devenir parent renvoie à des processus complexes, dans les niveaux différents, conscients et inconscients, s'associent, se confrontent, voire s'affrontent en celles et ceux qui, à la faveur de l'arrivée d'un ou plusieurs enfants, sont appelés à construire ce que l'on nomme aujourd'hui la parentalité. Autrement dit, être parent n'est pas un donné, mais bien à construire avec d'autres, dans un environnement propre, à faire surgir et émerger tous les possibles. Question éminemment politique, que les structures de notre démocratie peuvent appréhender de diverses manières en fonction des besoins identifiés et des territoires donnés. Favoriser l'émergence des possibles suppose une adaptation des actions à l'environnement économique, social et culturel des familles, selon une prise en compte bien réelle des nécessités de chacune et chacun. Depuis la fin du XXe siècle, notre société fait de plus en plus état de difficultés éducatives. Cela peut sembler à bien des égards ne pas être nouveau, tant ce thème est familier des civilisations occidentales depuis l'Antiquité. Pour illustrer, je vous donne trois citations qui pourraient être d'actualité, qui pourraient être tenues par des individus d'aujourd'hui et qui datent. Par exemple, Hésiode, au 8e siècle avant Jésus-Christ, disait « Je n'ai plus d'espoir pour l'avenir de notre pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain. Parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible. Notre monde a atteint un stade critique, les enfants n'écoutent plus leurs parents, la fin du monde ne peut être loin. » Une autre, Platon, 400 ans avant Jésus-Christ, disait « Notre jeunesse est mal élevée. Elle se moque de l'autorité et n'a aucun respect pour les anciens. Nos enfants d'aujourd'hui ne se lèvent pas quand un vieillard entre dans une pièce. Ils répondent à leurs parents et bavardent au lieu de travailler. Ils sont tout simplement mauvais. » Et plus récemment, Alain, un philosophe français, disait en 1924 « La famille instruit mal et même élève mal. Les parents, et pas seulement ceux qui sont ignorants, sont à peu près incapables d'enseigner leurs enfants. » Donc on voit que le discours, il est pas récent. Toutefois, à partir des années 1980, c'est sur un nouveau registre que s'est manifesté puis structuré ce qu'il faut bien appeler une nouvelle plainte éducative. Cette plainte est progressivement apparue chez les professionnels des structures éducatives, de loisirs ou dédiées à la petite enfance ou à la jeunesse. Elle s'est rapidement et progressivement structurée autour du thème de la démission parentale. Cette structuration s'est opérée à grand renfort de relais médiatiques, déclinant et reprenant à l'envi la même ancienne sur des registres variés mais convergents. La fin de l'autorité, celle-ci serait en crise, les enfants rois, les enfants hyperactifs, les enfants agressifs, mordeurs depuis leur plus jeune âge. Cette structuration de la plainte s'est constituée au même moment où grandissait un certain malaise de toutes les institutions dédiées à l'enfance et à l'éducation, touchées par ce que le sociologue François Dubé qualifie de déclin des institutions. Celles-ci semblent perpétuellement en recherche de sécurité et du besoin de refonder leur sens ou de retrouver une autorité, une légitimité, semble-t-il remise en cause par leur public. Les difficultés auxquelles les institutions et structures éducatives, au premier rang desquelles se trouve l'école, sont perpétuellement réactivées dans l'opinion publique
par des inquiétudes relayées par les médias, les niveaux qui baissent, la violence qui augmente, les parents agressifs, maltraitants, négligents. Mais quelle que soit la porte d'entrée de ces sujets récurrents, la difficulté est toujours perçue et traitée de la même manière, celle d'un écart. Cet écart est décrit perpétuellement comme étant celui qui sépare les institutions des publics, les exigences institutionnelles, les normes attendues. Cet écart est perpétuellement présenté comme une erreur à corriger, une anomalie et non pas l'effet d'une crise ou d'une évolution de la réalité à laquelle on pourrait s'adapter. Ce qui est recherché, c'est une remédiation, une correction. Jamais ne sont remises en cause les bases implicites à partir desquelles ces écarts sont perçus ou mesurés. Pour le dire autrement, on n'interroge jamais la conception en jeu du partage de la relation éducative entre famille et institution. Or, cette ligne de partage a justement profondément changé, comme l'ont démontré de nombreux auteurs ces 2 dernières décennies. La perte des milieux éducatifs a progressivement placé les institutions destinées à l'enfance et à la jeunesse dans une posture évaluatrice, de correction ou d'impuissance, au même moment où les parents ont été progressivement convoqués à remédier à l'ensemble des problèmes institutionnels. Le concept de parentalité, qui est très utilisé depuis une dizaine d'années, s'est progressivement construit depuis la fin du XXe siècle pour venir combler un véritable vide éducatif autour des enfants et des familles. La parentalité est venue progressivement remplacer les notions de maternité et de paternité dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui. La parentalité n'est plus référée à une identité sexuée, mais à une mission éducative. De fait, l'expression « les parents sont les premiers éducateurs » est en passe de devenir un leitmotiv généralisé dans notre société actuelle. Cette relégation de l'éducation aux parents vient d'abord témoigner de la survivance de représentations archaïques du travail éducatif et du partage de la relation éducative entre famille et institution. Les parents seraient chargés du premier étage d'une entreprise éducative dont les parties les plus nobles, l'instruction et la validation, seraient réservées aux institutions et à la société. Mais d'autre part, cette assignation des parents à l'éducation vient exprimer une nouvelle politique qui voudrait que les parents remplacent et pallient à l'inexistence ou à l'insuffisance d'espaces éducatifs intermédiaires dans la société. Autrement dit, s'il n'y a plus d'espace éducatif socialisé au sein de la société, proximité du monde du travail, vie sociale, locale et publique, partage de tâches éducatives dans la famille et le voisinage, éducation des enfants par imitation des vies quotidiennes avec des adultes et d'autres pairs, moments de vie et événements collectifs, identité groupale et locale, ce sont les parents qui doivent progressivement se former, devenir compétents pour devenir éducateurs de leurs enfants et pallier à ces manques. La notion de parentalité telle qu'elle émerge en creux des politiques publiques et des initiatives sociales et éducatives nombreuses tend à émerger de la disparition et de la crise des familles. On sait de moins en moins aujourd'hui ce qu'est une famille, ce qu'elle peut être. On s'interroge de moins en moins sur sa nature, ses limites, ses formes nouvelles, au fur et à mesure que l'on focalise l'attention et l'intérêt, que ce soit des chercheurs en sociologie ou en psychologie, ou des institutions sur la parentalité. La parentalité, c'est ce qui semble rester de la disparition, de la difficulté à vivre et à se faire reconnaître des familles. De même, et c'est une seconde caractéristique, cette notion moderne de parentalité a eu tendance à se structurer progressivement depuis les années 1980 vers une notion de compétence. On a en effet commencé à parler de parents négligents, défaillants, puis au début des années 2000, on a commencé à parler des parents vulnérables. Il est d'usage aujourd'hui, en suivant cela l'évolution des politiques liées aux allocations familiales et à la Caisse nationale des allocations familiales, de parler de parents compétents. Le terme de compétence parentale, il est à interroger dans le sens où je forme des étudiants en travail social, éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, des cadres, des puéricultrices, et là, je vérifie leurs compétences. Et les compétences qu'elles acquièrent dans un secteur, par exemple le champ en IME, elles doivent être en mesure, ils doivent être en mesure de le transférer dans un autre type d'établissement, dans un autre secteur de l'éducation, auprès d'un autre public. Ce qu'ils ont acquis dans un champ, il est transférable et du coup évaluable. Alors je suis sociologue, j'ai été éducateur de jeunes enfants et je suis aussi jeune père, ou père de jeunes enfants, plutôt. Et je suis bien incapable
de transférer ce que j'ai développé avec le premier de façon si facile avec les suivants. Et pourquoi? Si j'étais en mesure de le faire, ça veut dire que il n'y aurait pas déjà pas d'affectif, mais aussi que on nie que les enfants dans une famille, ils n'arrivent pas au même moment de l'histoire conjugale, de l'histoire individuelle des personnes et de l'histoire familiale. Et quand on commence à parler de compétences parentales, le danger c'est qu'on veut évaluer les compétences. Et que du coup on décrète des bonnes pratiques parentales. Et on en arrive à vouloir aussi former les parents. Il faut savoir que c'est une disposition pénale, hein, où on peut obliger les parents à faire des stages de reparentalisation. Une mère à qui un procureur de la République avait proposé de suivre une formation sur la parentalité qui a refusé, s'est vue incarcérée 1 mois. Ferme, ses enfants y ont été placés pendant ce temps. On voit comment ce terme de compétence, il a interrogé aussi. Bien entendu, comme l'ont souligné différents chercheurs, notamment Jean Méran et Catherine Séléné, ce nouvel intérêt pour la compétence des parents est double. Il a un versant apparemment positif quand il s'agit pour les acteurs sociaux ou éducatifs d'amener les parents à prendre conscience ou à valoriser leurs propres compétences. De fait, de très nombreux professionnels déclarent orienter leurs pratiques dans cette voie. Ils se plaisent à affirmer aux parents que tout le monde est compétent, qu'ils ont des savoir-faire qu'ils ne connaissent pas et ne reconnaissent pas à leur juste valeur. Ils déclarent aussi vouloir légitimer et soutenir les pratiques issues d'autres cultures. Il s'agirait de réhabiliter des savoir-faire, des compétences liées à l'éducation et aux cultures d'origine, indûment invalidées dans notre société moderne. Il en va ainsi de la valorisation actuelle du portage. Mais il s'agit là de l'éternelle face positive de la représentation des politiques éducatives et sociales qui, comme chacun sait, possèdent aussi notre face. Ce que ces professionnels mettent en avant, ce qu'ils construisent en termes de représentation de leurs propres pratiques, c'est ce que l'on pourrait apparenter à ce que Bourdieu nommait la main gauche de l'État. Une tentative par les acteurs eux-mêmes de corriger le côté répressif des politiques dont ils sont chargés. Or, cette main gauche sous-entend une main droite, et celle-ci, en ce qui concerne la parentalité, correspond à l'affirmation progressive qu'il faut des compétences pour être parent. Que ces compétences sont opposables par les institutions et que les institutions sont là pour les évaluer et pallier à leur éventuelle défaillance. Il n'est pas neutre de représenter la parentalité sous la forme de compétences. Cette perspective témoigne d'une forme de professionnalisation de la parentalité et donc aussi du placement de cette professionnalité sous l'autorité des institutions sociales et éducatives. Le bon parent, entre guillemets, est ainsi de plus en plus perçu comme un sous-traitant des institutions, chargé de rendre compte de l'écart entre la conduite, les performances et le comportement attendu par celle-ci pour leur enfant et la réalité. Par exemple, des parents sont maintenant responsables quand un enfant, notamment un adolescent, n'obéit pas aux décisions du magistrat. Dès lors que la sous-traitance devient défaillante et que le parcours de l'enfant dans les institutions devient problématique, les parents se doivent de devenir des partenaires des institutions pour y remédier. Ils se mettent au service des recommandations et remédiations proposées par les institutions qui se placent toujours en position d'évaluation tant des difficultés initiales que des progrès réalisés. Il reste ainsi d'une autre façon des sous-traitants, mais ce sont des sous-traitants à qui on rappelle sans arrêt qu'ils sont des partenaires, voire même des égaux, puisqu'il s'agit de plus en plus de négocier avec eux des contrats. Les professionnels ou parents qui connaissent le fonctionnement actuel des écoles, par exemple, en termes de prise en compte des difficultés scolaires ou autres des enfants qui y sont accueillis, n'ont sans doute aucun mal à mettre de multiples exemples vécus derrière cette description théorique. Les réunions, les convocations des parents, le réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté, hein, ou la maison départementale des personnes handicapées, les contrats de soutien personnalisé, les contrats de réussite éducative, les contrats d'inclusion scolaire et d'autres dispositifs. Tous ces outils modernes émergent directement de ce rapport inégal entre institutions scolaires et parents, des enfants réduits à l'état des élèves, ce qui réduit aussi symétriquement les parents au statut de parents d'élèves.
Cette notion de compétence parentale a alors tendance à se répandre dans tous les domaines de la vie sociale et éducative des familles. Elle correspond par sa persistance et son caractère transversal à différentes situations et institutions, à ce qu'il faut bien nommer comme une figure idéologique. Pour le dire simplement, cette notion de compétence parentale n'est pas une théorie, mais une idéologie, en ce sens qu'elle ne se présente pas comme une hypothèse à vérifier, un champ de connaissances à construire, mais comme une pure et simple série d'affirmations équivalentes et jamais démontrées. Les parents se doivent d'être compétents, ou encore, les enfants ont besoin de parents compétents. Cette idéologie a eu des antécédents, quand on parlait de négligence ou de vulnérabilité parentale, mais il est possible qu'elle touche avec la notion de compétence, en quelque sorte son état final, son apothéose. En effet, la terminologie de compétence est parfaite car elle permet de désigner la défaillance en dehors du champ moral. Elle réaffirme une éducabilité possible et souhaitable de bon aloi. Et elle place surtout les institutions et les professionnels en position d'alpha et d'oméga de cette parentalité décidément plus autonome. D'ailleurs, quand dans Word vous écrivez parentalité, Word ne connaît pas. Il vous propose parentalité. Donc c'est déjà de mauvais augure. Car la notion de parentalité sur un plan conceptuel et par son analyse sémiologique témoigne de l'hétéronomie fondamentale impartie à ce rôle. La famille, dans la plupart des sociétés et des cultures, et dans de nombreuses périodes, a toujours contribué à sa propre autonomie alimentaire, économique, domestique, sociale et éducative. Quand on s'intéresse à la notion de famille, la mission éducative ne va pas de soi. Ce qui est inséparable du concept de famille, c'est le foyer, le feu, l'habitation, la vie quotidienne, la vie domestique, comme le définissait Hannah Arendt, mais aussi sociale, voire même politique. Les familles ont pu être historiquement centrées sur les nécessités de vie et de survie du groupe, mais très peu sur les questions d'éducation. L'éducation dans la famille passait par la vie quotidienne au sein de la famille et le partage de ses préoccupations et de ses activités. Elle n'était pas en soi un objectif, encore moins une activité détachable. Le terme famille était relativement imprécis, et cette imprécision des limites de la famille témoigne justement de son caractère familier. La famille est familière, c'est-à-dire qu'elle facilite la vie commune et la convivialité en son sein. Ces deux caractéristiques de la famille contribuent à la division du travail et aux tâches de production, et sa relative plasticité, limite imprécise et souple, font de la famille une structure plutôt autonome en tant que groupe. Il en va de l'opposé pour les notions de parents et de parentalité. Les parents sont définis depuis les institutions et par elles. Ils sont désignés à la société en fonction de leurs devoirs et responsabilités vis-à-vis des enfants. Les parents, a priori, ne travaillent plus en famille et quand ils ont un emploi, celui-ci est extra-familial, sauf en de rares circonstances. Autant les familles traditionnelles pouvaient être considérées comme des collectifs de travail et de production, autant la parentalité est dorénavant définie du côté de la consommation. Le foyer parental est aujourd'hui défini comme un foyer de consommation dont les choix par ailleurs d'acquisition, que ce soit alimentaire ou d'équipement, peuvent être critiqués sur de multiples registres. Diététique, écologique, rationalité, hiérarchie souhaitable des postes de dépenses. C'est le choix de consommation qui spécifie la parentalité et qui, à l'occasion, va séparer le parent avisé, compétent, du parent inconséquent, incompétent, en relation avec ses choix et priorités de consommation. De même, une énergie publique et institutionnelle est dépensée aujourd'hui pour désigner qui est parent et qui ne l'est pas, qui l'est un peu, par exemple les tiers beaux-parents, à qui cette parentalité est déléguée, en tout ou partie, et comment elle survit aux séparations et divorces. La parentalité exige de la clarté, de la définition, autant que la famille pouvait se caractériser par sa souplesse et son adaptabilité aux circonstances. La parentalité est ainsi perpétuellement décrite, désignée et ordonnée depuis l'extérieur et reste dépendante vis-à-vis de cet extérieur pour se définir ou pour se subvenir aux besoins du groupe. Dans de telles circonstances, on peut légitimement s'interroger sur l'injonction ou le projet de soutenir la parentalité, tant celle-ci paraît en effet incapable de se soutenir par elle-même ou de l'intérieur. Il en irait bien sûr autrement de l'objectif de soutenir la famille, ou même la fonction éducative au sein de la société, en pressant comment la décentration vis-à-vis de la parentalité qui découle de ce changement de formulation
placerait justement la famille et ses membres dans un système de relations beaucoup moins contraint, beaucoup plus autonome. Cette conception de la parentalité, cette invention d'une parentalité éducatrice est inséparable de la compréhension des pratiques éducatives et sociales qui sont favorisées par les politiques actuelles. Au cœur des projets des acteurs sociaux, mais aussi des politiques qui y sont liées, il convient d'être particulièrement attentif à l'image et à la place des parents qui en ressortent. Ceux-là sont-ils envisagés comme des éducateurs, des partenaires, des citoyens? Les actions sont-elles centrées sur la relation parent-enfant ou au contraire sur les relations famille-environnement? L'action vis-à-vis des parents est-elle exclusivement envisagée depuis une ou plusieurs institutions? Ou en fonction de la dynamique familiale? Peut-on soutenir la fonction éducative et familiale en travaillant directement avec les enfants, sans avoir toujours recours aux parents? C'est un enjeu majeur pour l'évolution des pratiques éducatives actuelles et futures, de mettre en lumière des points de divergence et de rétablir une pluralité de points de vue sur ces questions. Je vous remercie. Moi, j'aimerais remercier vivement M. Murcier de cette intervention. Parce qu'elle nous resitue sur un plan complexe, et notamment sur la question de l'histoire. Je crois qu'on a tendance à aborder ce genre de problématiques sans en référer à la question de l'évolution, à la question de l'histoire. On voit bien d'où on est parti avec cette question de l'autorité de l'enfant. On est parti de la puissance paternelle. On est parti de là. Et puis, concernant l'enfant, je vous conseille de parcourir un livre qui est précieux, Philippe Ariès. Philippe Ariès, un historien qui a écrit L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime. Et on voit d'où on est parti aussi avec la question de l'enfant. Et puis on a évolué, il y a toutes ces étapes-là qu'on a situées ici. Et il faut quand même rappeler qu'en 1810, à part l'infanticide, toutes les maltraitances par rapport aux enfants étaient banales. Voilà. Donc on est parti, on est en 1970 avec l'autorité parentale partagée. Mais avant 1970, on est passé par 1968. Où il y a eu des choses. Et finalement, je pense qu'on se retrouve aujourd'hui avec... on a l'impression qu'il y a des mutations qui se sont bien formalisées autour des 68, et on a l'impression qu'on a un parcours de désert parce qu'on n'arrive plus à se restituer. Ce qui me fait penser qu'on est aujourd'hui dans une situation de mutation anthropologique. Une mutation anthropologique, c'est plus profond qu'une évolution. Parce qu'on se rend compte sur beaucoup de problématiques humaines qu'aujourd'hui, il nous faut repenser d'autres choses. Il faut repenser autre chose. On n'est pas dans la nostalgie que c'était bien avant ou pire aujourd'hui, mais il est impératif aujourd'hui de penser des choses parce que depuis 1968-1970, on est comme ça sur des questionnements, sur des choses qui sont renversées, des repères qui ne tiennent plus, des structures qui ne tiennent plus. On a vu avec l'évolution de la famille où on se retrouve aujourd'hui, oui, avec famille, avec SSS, et le nombre d'individus dans une famille n'arrête pas de se multiplier. Je crois que voilà, ça permet de situer où on est aujourd'hui à ce moment de mutation anthropologique. Et puis, je vous remercie sur la question de la démission des parents. Je crois que les mots, c'est important. Moi, je viens me lever ici contre cette notion de démission des parents. Parce que il faut qu'on fasse attention d'analyser bien les choses avant de penser les dispositifs. On a dit qu'être parent, c'est compliqué. Ça part, il y a tout un processus comme ça, on a l'occasion de revenir là-dessus. Avant d'être parent, on a été un enfant. L'enfant de quelqu'un. Donc on est passé par une éducation. Après, il y a l'adolescent. La question qui se pose à l'adolescent, c'est est-ce que je suis un homme ou une femme? Après, si on répond à cette question, et puis je suis une femme, je suis un homme. Après, il y a la question de la potentialité procréatrice. C'est le géniteur ou la génitrice. Après, c'est pas tout. Il faut faire le père ou la mère. Après, c'est pas tout. Il faut faire le papa ou la maman.
on voit bien que tout ça n'est pas, comme on dit avec les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Hein? C'est pas parce qu'on a un géniteur, qu'on a un père, etc. etc. Et c'est tout ça qui est compliqué. Et c'est tous ces processus-là qui est percuté par l'évolution, par l'histoire, par l'économie, par la culture, par l'inconscient, etc., etc., qui font que cette question de la parentalité, je crois que c'est bien qu'on puisse, dans ces moments-là, en penser collectivement les fondements. Mais ça permet d'être un peu plus mesuré, un peu plus modeste, hein, quand on s'adresse aux parents. Et les dispositifs qui s'y adressent se sentiront aussi beaucoup plus modérés, beaucoup plus mesurés, beaucoup plus respectueux de ce travail de construction qui est un merdier pas possible. Nous allons pouvoir poursuivre à la première table ronde, animée par Madame Duchâteau, en présence donc, du docteur Garros et de Monsieur Sanou. Donc sur la question pourquoi poser des limites. Je suis Michel Duchâteau, je suis cadre pédagogique à l'IRTS, donc l'Institut régional du travail social, qui forme des travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, assistants de services sociaux. Et je tenais à remercier également l'APODAGE pour le travail de partenariat que nous avons fait ensemble. Et également dans cette journée d'échange entre des professionnels qui viennent à l'IRTS présenter leurs institutions et leur travail et le travail que peuvent faire les étudiants ou les formateurs sur ces journées de partage et d'échange. Donc le thème de cette table ronde est pourquoi poser des limites pour aider l'enfant à grandir. Donc pour la construction identitaire et sociale de l'enfant, les adultes qui l'entourent doivent poser des limites cohérentes et ce avec une communication adaptée à l'âge des enfants et une communication valorisante. D'après Claude Almos, un enfant sans limites n'est ni libre ni heureux. Les limites sont structurantes car elles servent à prendre conscience des besoins des autres, des dangers, des interdits de la vie et ainsi vivre avec les autres. Ce cadre posé par l'adulte permet à l'enfant de s'épanouir, de gérer ses frustrations et ses conflits et favorise son autonomie face au monde extérieur. Ainsi, l'enfant a besoin d'être à la fois aimé et cadré pour pouvoir s'adapter à la vie en société. Bonjour, donc je suis le docteur Paul Garot, je suis pédopsychiatre, j'interviens sur le CMP de Castelnaudary et je dirige l'intersecteur de pédopsychiatrie de l'Ouest d'Oie. Donc en tant que médecin donc sur Castelnaudary, je fais partie du réseau d'écoute et d'aide à la parentalité coordonné nous par notre CAF, par Véronique Couder sur Castelnaudary. Et dans le cadre de ce réseau, on essaye de mettre en place des actions pour les parents, des conférences, mais on s'est rendu compte que de faire venir les parents, c'était souvent très compliqué. Ils venaient pas, on propose et on se retrouvait surtout beaucoup de professionnels. Donc on a eu l'idée d'élaborer des questions autour de la parentalité et chaque intervenant du réseau a pu poser ces questions à des parents, donc que vous allez visionner. Donc j'ai élaboré avec une éducatrice quelques questions et après on n'est plus du tout intervenu. C'est vraiment au point info famille, Véronique Couder à la CAF ou une éducatrice sur le pôle prévention au niveau du CMS qui ont rencontré ces parents, posé ces questions. Donc parents tout venant. Donc on s'interrogeait sur la parentalité. Donc vous allez voir, c'est là où ça va rebondir un peu avec les propos de Monsieur Murcier sur qu'est-ce que c'est être parent, à quoi ça sert, comment on faisait avant, comment on fait maintenant, qu'est-ce qu'on a retenu. Parce que c'est vrai qu'on s'est bien rendu compte qu'avant les valeurs de la société étaient stables et qu'on pouvait adapter, en fait on avait des valeurs et on adaptait l'éducation en fonction de ce qu'on avait un peu ressenti, ce qu'on voulait reproduire ou pas. Actuellement, on est face à une évolution de la société, comme on disait, que la place du père, la place de la mère et tout ça, on est un peu paumé. Comment on fait maintenant? Donc voilà, je vous laisse avec la réponse des parents. Les plus anciennes que j'ai eues avec mes parents, en fait c'est des souvenirs d'abord d'amour, parce que j'ai eu la chance quand même de vivre dans une famille où mes parents s'entendaient très bien, et voilà. Alors d'amour déjà au départ, et puis de confiance aussi. De confiance, d'harmonie, beaucoup d'harmonie dans la famille. Et voilà, donc c'est les premières choses, si tu veux, qui me viennent à l'esprit quand je parle de mes relations avec mes parents. Voilà. Et puis, ça dépend si c'est dans la petite enfance
ou un petit peu plus tard aussi. Mais au départ, voilà, c'est des relations d'amour, de confiance avec eux. Si on s'appuie donc sur les témoignages des parents, ils mettent en exergue les relations d'amour, la confiance, l'harmonie. Et c'est souvent la base de ce qui cimente la famille. Mais en fait, cette base-là, eh ben, comment on fait pour quand même poser des conduites éducatives derrière? La deuxième maman, elle parle de protection, d'être mise en tant qu'enfant, d'être trop couvée. Bon, toujours est-il, c'est qu'il est très difficile pour nous de critiquer nos parents. Parce que s'ils se sont trop trompés, le résultat c'est nous. Hein, donc ils n'ont pas pu se tromper complètement. Donc on va toujours être obligé de s'appuyer sur ce qui va être fait. Après, pour revenir un peu justement à ce que vous disiez, on n'est pas là pour juger, mais on est là en fait pour montrer l'évolution des modes éducatifs. Et ce qui peut être à un moment donné dans la norme peut devenir hors norme à un autre moment, hein, c'est ce que vous disiez également. Et donc le mode éducatif qu'avaient nos grands-parents, peut-être pas nos parents, mais plus nos grands-parents, ce qu'ils ont connu, où par exemple un enseignant avait le droit de frapper pour se faire obéir, on pouvait utiliser la règle, on pouvait tirer les oreilles, vous avez tous entendu ça de vos parents, voilà, la règle, il faut mettre comme ça dans... À l'époque, les enfants qui étaient soumis, justement, ils n'avaient pas le choix. Ils en gardent des souvenirs cuisants, mais c'était dans la norme. Si on en parlait à la maison, on se prenait une raclée de toute manière, hein, parce que... Voilà. Donc on était dans un fonctionnement, ce que moi j'appelle donc vertical, mais ce fonctionnement était à l'œuvre dans toute la société. C'était dans la famille, c'était dans les représentations, voilà, on était dans un mode. Un enfant qui serait soumis maintenant à ce même traumatisme, lui, il aurait un double traumatisme. Celui de la violence, hein, il y était, hein, faut pas croire, ils avaient mal les enfants, c'était traumatisant pour eux, mais en plus, ils auraient le traumatisme d'être hors norme. Donc c'est là où, quand vous disiez l'apport des droits, de ce que ça a amené, là, je crois que ça change énormément dans la représentation des enfants et dans ce qu'on peut subir ou pas. Donc la parentalité, la notion de la famille donc, a énormément changé, les connaissances sur l'éducation ont énormément changé. Et on voit bien maintenant qu'on ne peut plus faire avec nos enfants comme faisaient nos parents avant. Et surtout, c'est que maintenant, vous parliez de parentalité, mais moi je trouve que le terme exact, ça serait plus... Maintenant, on est dans la coparentalité. C'est deux parents qui sont sur les mêmes valeurs. Normalement, hein, on parle de coparentalité. Donc la deuxième question, c'est pensez-vous avoir la même relation avec vos propres enfants? Non. Non, parce que j'ai essayé d'avoir une fiabilité que je n'ai pas ressentie. J'ai essayé d'être présent et d'avoir une éducation dans la durée et dans l'engagement vis-à-vis de leur mère. Ça finit par un divorce, mais c'est presque la marche à suivre. Actuellement, mon père n'a eu que 3 femmes, moi j'en ai eu qu'une, mais bon, ça a fini quand même au clash. Et donc j'ai essayé de leur proposer une durée et une confiance. Bon, toujours est-il, c'est qu'au siècle dernier, on était dans des relations vraiment verticales. Le père prenait les décisions pour les enfants et même pour sa femme. On n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque, on ne pouvait pas travailler sans l'autorisation de son père ou de son mari. On l'oublie un peu maintenant, mais on était vraiment dans des représentations sociétales très verticales. Donc le père, il était moins impliqué dans le lien affectif. L'enfant devait obéissance, au moins en surface, et on pouvait utiliser la soumission physique ou psychique pour se faire obéir. Donc on décidait de ce qui était bon pour les enfants, de les tenir éloignés de ce qui pouvait les faire souffrir. Actuellement, je trouve de moins en moins, mais on doit encore se battre, moi en tant que pédopsychiatre, lorsqu'il y a un deuil, comment les enfants peuvent aller à l'enterrement. Ah mais non, on va pas l'amener, ah mais on va pas lui dire surtout, son grand-père est mort, mais on va pas le tenir au courant, ça va lui faire de la peine. Oui, ça va lui faire de la peine. Donc on pouvait vraiment leur mentir pour leur bien, sans tenir compte du retentissement après ultérieur. Mais toute la société fonctionnait sur ce mode. Donc maintenant ce qui ressort, on revient, c'est la notion d'amour.
mais on parle également d'autonomie ou de manque d'autonomie. En tout cas, moi, la question, là, je suis un peu provocatrice, mais est-ce qu'on peut se poser si l'amour est une bonne base pour l'éducation? Je ne sais pas. Dans les années 68, donc, il était interdit d'interdire, on le disait, des codes éducatifs qui se retrouvent chamboulés, les enfants qui n'ont plus d'interdits. En fait, c'est pas exactement ça, c'est qu'on pense qu'il faut qu'ils se mettent les interdits tout seuls. Ils doivent comprendre l'intérêt d'interdire. C'est difficile pour des enfants. Donc là, c'est qu'avez-vous souhaité reproduire avec vos enfants que vous auriez reçu de vos parents? Reproduire surtout le respect, ça c'est évident dans la famille, parce qu'il n'y a pas de respect, il n'y a plus grand chose. Aussi, que je pourrais dire, les enfants, on est un exemple pour eux. Parce que si nous on se comporte mal, c'est sûr que l'enfant ne va pas se comporter bien. C'est un grand exemple des parents. Exemple, moi si je vais mentir à chaque fois, ben, moi, le petit, il va savoir apprendre à mentir. Si je vais dire des bonnes choses, il va essayer de m'exempler, il va essayer de faire comme maman et papa. C'est surtout le bon rôle, c'est ça, c'est les parents qui doivent donner l'exemple aux enfants. Parce que si on donne mauvais exemple, c'est une image qui va se reproduire plus tard aussi. Donc on revient encore sur la relation d'amour qu'on met en premier dans tous nos liens actuels. Après, il y a aussi la confiance, le respect, de pouvoir donner l'exemple à ses enfants, d'avoir une valeur de la famille. La dernière maman donc parle de l'exemplarité. C'est souvent ce que retiennent les enfants. On se doit d'être exemplaire dans les valeurs que l'on veut transmettre à nos enfants. Ce dont on parle, c'est surtout les exemples et pas que le discours. Parce qu'on peut dire, tous les parents vont dire, faut pas voler. Oui, on est d'accord. On se retrouve en train de faire la queue dans un self-service, on a faim, il y a un bout de pain qui traîne, on va le manger. L'enfant va vous dire, mais tu vas le payer maman, tu vas le dire que tu l'as mangé ou t'as pas le mangé. Là, c'est l'exemple. Le parent parfait existe. Moi, j'ai la définition du parent parfait. Ça vous intéresse? Un parent parfait est un parent imparfait. Parce que quand on est soumis... Alors qu'est-ce que c'est? Alors, si on imaginait, s'il y en a qui veulent vraiment rentrer dans une définition d'un parent parfait, qui s'énerve jamais, qui comprend toujours l'enfant, qui... Voilà, tout ça. Imaginez la catastrophe pour l'enfant. Parce que l'enfant, il n'est pas dans un monde parfait. Il va aller à l'école, il va aller à la crèche, il va aller partout. Il va être confronté à une maîtresse qui va s'énerver un jour, qui va être injuste. S'il n'a jamais appris au sein de la famille à ce on peut être fatigué, on peut être injuste, on peut être... Mais tout ça, ça construit l'enfant, ça lui apprend à être dans la relation avec les autres. Donc oui, un parent... Mais c'est comme Winnicott, c'est une femme suffisamment bonne. Là, la question, ça va être justement, nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on veut donner comme exemple? Et d'avoir en tête ce qu'on doit faire ou pas faire. C'est-à-dire que si on dit à notre enfant, il ne faut pas voler, mais qu'on va, entre guillemets, voler à un autre moment, l'enfant ne va pas comprendre. On aura beau tenir un discours, si on dit qu'il ne faut pas dire de gros mots et que dès qu'on est en voiture, on s'énerve, on insulte, l'enfant, il ne va plus entendre. Donc voilà, donc à un moment donné, c'est sûr que l'enfant va être en difficulté, mais là, c'est vraiment comment nous, en tant que parents, on va se poser, quels sont nos objectifs. J'ai gardé certaines valeurs qu'on m'a inculquées, qui me paraissaient importantes. Le respect de manière générale d'autrui, des choses importantes pour moi. Certaines valeurs de la famille, des choses comme ça. En revanche, il y a quelque chose qui me paraissait très important de ne pas reproduire. Moi, c'était des gens d'une génération où on pouvait mentir impunément aux enfants pour leur bien, pour les préserver. Pouvoir dialoguer, avoir un débat, être respecté, tout en disant qu'il faut être respectable, être dans le vrai, ne plus mentir aux enfants, leur donner confiance en eux. Donc en fait, là, ce que les parents décrivent, c'est des relations horizontales. Des verticales, on passe horizontales, où chacun trouve sa place dans la relation à l'autre. Les parents parlent de leur objectif de parents, mais comment on les met en œuvre? Sont-ils adaptés à tous les âges, comme disaient les messieurs? On ne va pas dialoguer avec un enfant de 3 ans qui fait un caprice. Par contre, imposer une décision à un adolescent sans dialogue, ça va vite monter dans les tours. Donc le premier objectif serait de donner une éducation dans la durée. Et l'engagement,
que l'enfant ait confiance en lui, qu'il devienne un adulte épanoui, capable de réactivité, qui ne se laisse pas faire, qui va avoir un bon métier, qui va être respectueux des règles, vous rajoutiez. Bref, un adulte bien dans sa peau. Mais quand on discute avec les parents, on peut avoir des surprises. Moi, en consultation, je posais la question, et maman, c'est quoi, vous, votre objectif? Ah ben alors, moi, mon objectif, c'est qu'il reste avec moi jusqu'à ce qu'il se marie. Donc, j'ai pas besoin de lui apprendre à mettre la table. J'ai pas besoin de lui apprendre à... Parce que de toute façon, c'est sa fille qui le fera après. Par contre, ma fille, elle, faut qu'elle apprenne, hein, parce que c'est elle qui le fera pour son mari. Bon... Voilà, donc il faut vraiment pouvoir savoir quels sont les objectifs que les parents peuvent avoir pour leur enfant. Comment définissez-vous actuellement la famille? Alors la famille, comme ça, à brûle pour point, moi je répondrais, pour moi c'est vraiment la sphère parents-enfants. Je crois que je dis ça parce que je trouve que la vie est quand même un peu difficile et que c'est hyper difficile de protéger ça, quoi, et qu'il faut le faire. Et donc voilà, après il y a un second cercle, qui est la famille élargie, hein, avec les grands-parents, du côté de mon conjoint, les tatas, les cousins, les cousines. Et puis ensuite il y a le monde. Moi c'est un projet vital, c'est la vie, c'est un objectif commun de mon mari avec mes enfants. Nous habiter ensemble et à faire une vie commune. Et après, avec la relation des grands-parents et la famille, tous ensemble, c'est une relation commune. Et maintenant, pour moi, c'est ça. Mes enfants ont mon mari. Donc on parle de cercle parents-enfants, puis famille élargie, aux grands-parents, cousins, puis le monde. La deuxième maman, elle parle d'enfants intégrés dans la famille élargie et elle évoque les familles disloquées. Pour vous, à quoi correspond une famille? C'est une question large, hein, et on peut se contredire soi-même. En tout cas, il était un temps où le village était la famille. Maintenant, une famille peut être composée de personnes qui n'ont même pas de lien de sang avec l'enfant. On voit bien qu'il y a beaucoup de questions qui agitent la société là-dessus. Hein, dans la définition d'une famille, je n'ai peut-être pas la réponse. Chacun a sa définition, je pense. Les deux questions suivantes vont être groupées. Donc c'est à quoi sert une maman, à quoi sert un papa? Un grand rôle, la maman. Il faut que déjà qu'elle nourrit l'enfant, qu'elle alimente, qu'elle entretient. Ça c'est primordial. Ça... Toute maman ne doit pas... être en dehors de ces devoirs-là. Et une maman aussi, il faut qu'elle soit à l'écoute. Une maman aussi, c'est qui fait plaisir, qui se rappelle des anniversaires, qui se rappelle de... c'est important. Voilà. Alors en fait, quand on a posé ces questions, il y a eu 5 heures d'enregistrement. Donc il y a eu faire des filtres, sélectionner des moments. Le papa a répondu, et d'ailleurs il a répondu quelque chose qu'aucune d'autre des mamans n'a répondu. Les mamans, elles parlent de l'écoute, elles parlent de l'observation, de pouvoir comprendre, d'agir en conséquence, de ne pas oublier les anniversaires. Mais le rôle des pères peut dire pareil. Ils sont autant l'un que l'autre. Exactement. Et oui, surtout dans nos représentations actuelles. Donc le père, lui, dans les rushs, vous ne l'avez pas vu, il va parler de la fonction nourricière primaire. Bon, il ne dit pas ça comme ça, mais lui, en tant qu'homme, il n'a pas pu la mettre en place. Mais pour les mamans, elles n'en parlent pas, mais je pense que c'est parce que ça fait partie de la vie, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui est... Et pourtant, c'est bien la première fonction de la mère. Quand le bébé vient de naître, on l'accueille. La mère, donc, est à ce moment-là dans une préoccupation primaire. Il y a un lien fusionnel qui s'installe, elle devient, vous connaissez le terme, par excitation envers son enfant, elle le protège de toutes les stimulations, elle pressent ses désirs, le lait il monte avant même que l'enfant crie quand elle l'allaite, et il faut se laisser aller à ce besoin primaire. On fait un avec ce bébé, mais il faut pouvoir s'en détacher quand l'enfant va acquérir ses propres compétences. Donc c'est là où la définition, comme ça, dès la naissance du bébé, la notion de la place de la mère fait immédiatement référence à la place du père. Donc dans les témoignages ressort très fortement le rôle distinct
du père et de la mère dans les représentations. La mère nourricière qui comprend, le rôle du père qui pose le cadre, les limites, les interdictions, avec la référence à la grosse voix, mais il se doit d'être présent. Il est indispensable, ce papa, à tout moment de la vie de l'enfant. Donc si on revient à cette période de fusion, il va pouvoir trianguler la relation du couple mère-bébé. Il permet de passer à une relation à trois. Actuellement, la société donc, ne va plus vers ces représentations qu'ont les parents encore. Je vous parlais donc de relations verticales, mais non, on est dans des relations horizontales, donc ce qui définit la coparentalité. La famille a changé de nature. Le personnage maternel, il s'est adapté. Le personnage paternel s'est scindé en deux. Donc en fait, je vais reprendre un peu ce que vous disiez, avec le papa majuscule, ou le père et le papa. Et les rôles n'est pas clair, et en fait, il y a conflit dans les représentations. Avant, c'était la mère qui était responsable de tous les maux, même responsable de l'autisme, on disait. Donc, maintenant, c'est le père, la place du père. On pose tous la question, où est le père? Ah mais le père, on ne voit pas à la consultation. Ah mais le père, il est où le père? Donc plus le père est présent, plus il s'investit dans l'éducation au sens large de l'enfant, et moins il est dans la mission de celui qui garantit le cadre. Nous sommes passés d'une famille qui faisait un tout, on dit holistique, donc une famille totale, à une famille individualiste. De relations autoritaires à des relations démocratiques, d'une autorité paternelle à une autorité familiale conjointe. Et cette autorité familiale conjointe, c'est une autorité qui est en mouvement, qui est à négocier en permanence. La famille verticale avait une autorité donc transcendante, dépositaire d'une puissance divine. Le boulot des parents, c'était de transmettre, pas d'aimer. On devait transmettre une religion, un patrimoine, un savoir-faire. On reprend la place de l'école. C'est vrai qu'avant, c'était les parents, ils apprenaient. On était le fils du tailleur et on devenait le tailleur. On était le fils du... Voilà. Les enfants devaient interpréter, mais pas créer. L'identité de l'enfant était inscrite depuis sa naissance. Dans l'Ancien Régime, on ne se mariait jamais. On était marié par l'ensemble du village ou de la communauté. On se mariait donc pas par amour. Quelquefois, on s'aimait dans le mariage. Puis, alors là, je m'appuie pour ces propos sur le discours de Serge Effès et de Luc Ferry. Donc, il y a eu l'invention du marché du travail. On est parti du village, de la communauté pour monter à la ville. On a gagné une double liberté, l'anonymat, comme on disait, et l'autonomie financière. Du coup, on a pu décider de se marier par amour. Et on va se mettre à aimer nos enfants. On invente l'amour, donc par conséquence, le désamour, et donc le divorce. Cette évolution, on peut la décomposer en trois époques. Donc il y a l'Ancien Régime, où il y avait plus de mortalité, beaucoup de familles recomposées, comme disait monsieur Murcier, parce qu'il y avait le deuil, mais on se mariait avec une lignée d'économie. La famille bourgeoise, 1830-1950, l'amour apparaît. Les valeurs de la famille sont en hausse, tout le monde veut se marier, les femmes sacrifient leur vie professionnelle et affective, et progressivement, les logiques d'amour vont se faire de plus en plus fortes. On s'éloigne de la protection religieuse, et une éducation réussie devient lieu d'amour, c'est ce que nous disent les parents. On s'éloigne donc en fait des trois grandes images du sacré, pour qui on pouvait tout sacrifier. La Dieu, la patrie, la révolution. Cette érosion du sacré a été source de progrès avec la disparition du coup des entités sacrificielles. Mais en fait, le sacré, il n'a pas complètement disparu. Il a juste changé de visage. Pour qui vous pouvez mourir? Pour vos enfants. En général, c'est maintenant. Avant, on allait mourir pour la patrie, on allait mourir pour... Maintenant, on est prêt, je pense, à se sacrifier pour ses enfants. Dans la famille horizontale, il y a un processus d'affiliation. Une reconnaissance mutuelle. On devient père et mère au nom d'un mariage d'amour. Toutes les normes sont à fonder. Devenir parent s'invente. La famille horizontale devient le domaine de la parentalité. La famille se construit autour du bien-être ensemble. Les rôles parentaux sont assurés par les deux sexes. Du coup, nombre de parents se retrouvent pris dans des modes éducatifs à géométrie variable. On est passé d'un modèle éducatif donc basé sur la soumission à un modèle où il est interdit d'interdire, où l'enfant devient roi. Mais rapidement, on a vu les limites de ce modèle, car pour être roi, cela demande une connaissance de la vie.
Or, un enfant n'est que dans une demande d'autosatisfaction. La moindre contrainte est refusée au début. Si on ne lui apprend pas à différer, à accepter que tout n'est pas possible, c'est pas spontanément qu'il va le faire. Donc, certes, chercher à comprendre son enfant est indispensable, c'est un formidable acquis de l'éducation occidentale, mais comme il y a pas loin de comprendre à tout excuser, les parents perdent souvent l'essentiel de ce qui est bon pour leur enfant. Tant qu'un enfant n'a pas le langage, il ne peut que subir, se soumettre. Sa seule façon de résister, de se faire entendre, ça sera l'écrit, puis la violence physique, qui exprime au mieux la violence physique qu'il reçoit. Quand on le frustre, mais rapidement, il va apprendre qu'il y a d'autres façons de faire. Le bébé, quand il naît, il n'a pas le temps de penser qu'il a faim, qu'il a le biberon ou le sein dans la bouche. Puis, au fur et à mesure qu'il grandit, on attend qu'il se réveille pour commencer à préparer. On finit ce qu'on fait, mais on y met des mots. « Maman va arriver, elle te prépare le biberon. » Le bébé commence à pouvoir imaginer les sensations qu'il ressent, d'imaginer son objet de désir qui va le calmer, le rassasier. C'est le début de la mentalisation qui va se poursuivre tout le long de la vie. Tant que l'enfant est dépendant de l'autre, au niveau de sa motricité, les limites en général elles se posent d'elles-mêmes. Lorsqu'il est en capacité de bouger, d'avoir une réelle autonomie, les choses elles se corsent. Le caprice, c'est une tentative de reprendre la main sur ses parents, une tentative de récupérer la toute-puissance qu'il a connue jusque-là. Jusqu'à l'âge de 2-3 ans, l'enfant s'est souvent vu autoriser tout ou presque. Dans la société actuelle où à peu près tout est sécurisé, maintenant les enfants peuvent s'arranger, les parents peuvent s'arranger à éviter d'interdire quoi que ce soit à son enfant à peu près jusqu'à 2 ans. Mais à un moment donné, inéluctablement, il va se confronter à l'interdit. Comme dans un grand magasin où il a une mobilité totale, il va se mettre à faire des choses interdites. Il va bien falloir commencer à lui interdire des choses. Donc l'enfant qui se voyait tout autorisé ou presque va vivre ça comme une vraie souffrance. Se voir interdire quelque chose alors que jusqu'à présent on le laissait faire. Et comme tous les êtres humains, il n'aime pas l'intrusion de l'interdit dans sa vie. Alors il va jouer son registre, crise de larmes, colère, caprice. Le but, c'est de faire céder les parents par le débordement émotionnel qu'il va susciter. C'est son rôle, c'est son droit. Ça devient problématique quand les parents cèdent, parce que ça les amuse la première fois, ça les surprend. L'enfant va très vite comprendre qu'en faisant un caprice, il peut obtenir ce qu'on lui refuse. Et il n'a pas de raison de s'arrêter. Alors que les parents se sont jamais autant souciés du bien-être de leur enfant, on se retrouve devant une crise de l'autorité parentale, car ils peuvent avoir l'illusion que l'enfant va s'arrêter naturellement. Or, les enfants sont comme les adultes. Pour certaines choses, ils n'arrêtent pas naturellement. Alors, une maman m'a raconté récemment le premier caprice de sa fille. Donc, a priori, maman, c'était plus à la sortie de l'école, c'était pas en consultation. Donc, elle refuse un truc à sa fille, puis alors sa fille commence à faire un grand caprice, avec des hurlements et tout ça. Donc, maman, a priori, qui a des compétences de parentalité, qui répond pas, qui cède pas. Et alors là, le caprice se transforme en une colère, et la petite qui dit, mais alors franchement, je comprends pas pourquoi avec vous ça marche pas. Ma copine, elle m'a bien expliqué tout ce qu'il fallait faire pour avoir, et là, ça marche pas. Donc il faut donner du sens de la limite par rapport aux autorisations. S'il n'y a que des autorisations, elles n'ont plus de sens, cela devient du laisser-faire, de la toute-puissance, mais l'autorisation ne trouve de sens que par rapport à ce qu'on interdit. Et inversement, ne mettre que des interdits enlève tout sens aux autorisations. Donc souvent les parents évitent d'avoir entré dans le conflit avec son enfant afin d'éviter de recourir à la force. Mais cet évitement ne fait que repousser le moment où il y aura de toute manière un conflit, et il sera d'autant plus douloureux qu'il aura été repoussé longtemps. Ça, je le vois régulièrement en consultation, surtout de la part des papas qui ont été maltraités ou des mamans qui ont été maltraitées en disant « mais si je lui dis non, je vais m'énerver, je vais le taper. Alors je préfère ne rien dire, au moins je le protège. » Mais cet évitement, en fait, est une violence paradoxale qui est faite à l'enfant, car il faudra de toute façon que l'enfant renonce à sa toute-puissance. Si on n'apprend pas cette frustration à une période où c'est relativement tolérable, ça sera de plus en plus douloureux.
Donc chez l'enfant, c'est vers 2 ans et demi que le développement de la conscience de soi se traduit sur le plan comportemental par une phase d'opposition. Il cherche alors à s'affirmer, à s'imposer, à imposer ses désirs. Il s'oppose aux demandes des adultes. Vouloir tout faire tout seul, être frustré de son incapacité au point de piquer des crises de colère intenses, vouloir tout posséder, voilà les caractéristiques de cet âge, plus ou moins manifestes selon le tempérament de l'enfant. L'émergence de la conscience d'autrui lui permet de mesurer l'influence qu'il exerce sur son entourage. Cela donne lieu aux premières tentatives de domination et de manipulation. Entre 2 et 3 ans, le petit enfant prend donc de plus en plus conscience de ses propres désirs et tente régulièrement de les imposer coûte que coûte à son entourage. C'est également à cet âge qu'il doit acquérir les prémices d'une conscience morale. Si ses parents ne lui fournissent pas de repères quant à ce qui est juste, bien et socialement adapté, s'ils ne valorisent pas systématiquement les efforts fournis, s'ils donnent systématiquement le mauvais exemple, l'enfant risque de suivre ce que lui dicte son plaisir immédiat. Donc c'est dire l'importance d'une discipline cohérente et précoce dans tous les cas. Les parents doivent être attentifs pour que leur enfant parvienne à un contrôle émotionnel et comportemental suffisant, intègre la notion de respect de l'autre, les règles de discipline fondamentale. Donc l'enfant doit être en mesure d'identifier les émotions d'autrui, mais aussi de les ressentir. De penser qu'on peut construire son autorité en douceur est une illusion. Il faut une fermeté bienveillante, comme le souligne le professeur Marcelli. Il faut proscrire dans l'autorité la violence, la force, la séduction. Sinon, on n'obtiendra que de la soumission et pas de l'obéissance. Et dans ce cas, l'autorité n'est pas à l'œuvre. S'ils n'intériorisent pas la règle, mais la manipulation de l'autre, si des enfants se font manipuler, en grandissant, ils manipuleront les autres. Donc il faut pouvoir être ferme, mais extrêmement ferme avec les valeurs et souple avec les personnes. Pour qu'un enfant obéisse à l'autorité des parents, il faut d'abord qu'il y ait plus d'autorisation que d'interdits. Il faut qu'il y ait une grande constance dans les interdits. Il faut un discours régulier, cohérent. Il comprend alors la règle et il commence à l'intérioriser. Si les parents ont des valeurs un peu différentes, mais qui sont constants, l'enfant il va apprendre que le monde il n'est pas monobloc et en profiter pour s'adapter en fonction de son interlocuteur. Chez les parents séparés, souvent on dit oui mais il ne fait pas pareil chez papa, chez maman, c'est pas grave, il faut surtout que ça soit constant chez l'un et chez l'autre. En l'absence, bon, il ne faut pas que ça soit non plus à l'opposé complet et que ça ne soit pas pour détruire l'autre, quoi. Mais on peut avoir des valeurs différentes. En l'absence de règles, l'enfant se retrouve rapidement débordé dans sa vie. De toute façon, la première scolarisation va rapidement lui poser brutalement les limites. Les premiers mois peuvent être difficiles. Mais en général, l'enfant les perçoit, les parents s'appuient dessus, et globalement, il va prendre plaisir à rentrer dans les découvertes, la socialisation et plus tard les apprentissages. Mais certains enfants peuvent être mis à mal par cette avalanche d'interdits que va leur apporter l'école. L'enfant exprimera alors un refus, une opposition, de la violence, de l'agitation, qui peut même entraîner des troubles attentionnels chez un enfant qui est pris dans l'angoisse de sa toute-puissance. D'autres enfants, au contraire, vont se mettre en repli, ou s'hyper-adapter en milieu scolaire et redeviendront le tyran domestique dès que le seuil de la maison sera franchi. Donc la question des limites, elle va être récurrente dans toute son enfance. Il va de moins en moins apprécier les restrictions qu'on va lui poser en grandissant, mais nous allons avoir un outil supplémentaire, qu'est la parole, la possibilité de mettre des mots, des explications sur nos interdits et nos permissions, de leur donner un sens. Ça permettra d'accepter la frustration qu'elles occasionnent. Alors, expliquer n'est pas justifier. On n'a pas à se justifier devant un enfant de ce qu'on décide. On explique, et des fois la différence va se faire au ton de la voix. Donc c'est difficile, mais lorsqu'on prend des décisions en tant que parent, a priori on est des parents globalement compétents, c'est pour l'intérêt de l'enfant, même si lui ne le perçoit pas de cette façon. Comment va-t-il comprendre
qu'il doit se coucher à heure régulière afin de lui préserver une dizaine d'heures de sommeil, alors que les parents vont rester devant la télévision sans lui. C'est pas lui qui choisit les programmes de télé quand il est présent, mais les parents, en échange, doivent penser à l'enfant quand il regarde la télé et le préserver de certains programmes. Certains pensant bien faire parce qu'ils ont été frustrés dans leur enfance vont offrir à leur enfant de 3 ans la télé dans la chambre, sans la possibilité d'avoir les chaînes, juste la vidéo. Mais l'enfant va donc désapprendre à s'endormir seul. Et la télé va le tenir occupé pendant que ses parents sont un peu loin de sa communication. Notre objectif de parents est d'apprendre à nos enfants à devenir indépendants, donc à s'endormir seuls, à apprendre à se gérer, à ne pas dépendre des autres. Donc en grandissant, on va passer à la négociation. Il faut pouvoir entendre l'enfant avant de prendre une décision. Quand le comportement dérape, il faut pouvoir s'appuyer sur son intelligence. Mais pour autant, il faut avoir développé cet outil de communication. Alors, savez-vous ce qui fait la différence entre un animal et un homme, un être humain? On répond souvent l'intelligence. Mais j'entends aussi dire que les animaux sont intelligents. Ils peuvent faire certaines choses, ils peuvent être capables d'initiative, ils peuvent exprimer leurs sentiments, mais il y a une chose que l'animal ne fait jamais, c'est de communiquer sur la manière de communiquer, ce qu'on appelle la métacommunication. Et cette métacommunication, c'est bien ce qui fait la richesse, nous, des relations humaines. Lorsqu'on est dans une impasse relationnelle, il faut pouvoir s'y appuyer pour sortir de cette impasse relationnelle, pour dire ce qu'on ressent, pour mettre des mots sur nos sensations. Car on a tous recours à la violence quand les mots nous manquent, que ça soit à 3 ans, à 15 ans et même adulte. Donc j'espère que maintenant les mots ne vous manqueront pas. L'exemplarité, c'est de faire penser aux enfants que les règles, les interdits, les valeurs qu'on veut leur inculquer, ces valeurs-là s'appliquent à nous-mêmes. C'est ça, la question d'éthique. C'est-à-dire qu'on essaye en tout cas, dans l'interprétation qu'on a décrite tout à l'heure, on essaie de leur faire penser que la loi, la règle, nous aussi, ça nous concerne. On travaille avec ça en tant qu'adulte. C'est ce qui évite, d'un côté, la toute-puissance. La toute-puissance, c'est de mettre une limite qui n'est pas intelligible par l'enfant, mais parce que nous-mêmes, on ne s'applique pas. Vous avez bien dit, c'est pas la peine de dire, d'effectuer un discours aux enfants en disant il faut respecter les gens, il faut respecter autrui, il faut respecter l'autre, etc. Et à la dernière contrariété en circulation, de sortir tous les mots d'oiseaux sur le piéton qui vous a coupé la route de votre voiture en ayant les enfants derrière. Vous voyez, hein, c'est ça, j'appelle à un moment donné une sorte d'éthique éducative. Voilà, on n'est pas dans la toute puissance, on n'est pas non plus dans le laxisme. Le laxisme, c'est l'autre opposé. Vous savez, on aime évaluer d'extrême en extrême. Quand on a quitté la toute puissance, on court à tout benzin, on arrive de l'autre côté là-bas, au laxisme. Ça répond à la même logique de laisser l'enfant dans son état d'inhumanité, j'allais dire. La deuxième chose, c'est la question de l'inventaire. On a demandé à qu'est-ce que vous transmettez, qu'est-ce que vous ne transmettez pas. On voit là que chaque parent, dans sa posture éducative, fait toujours l'inventaire de l'enfant qu'il a été et de l'éducation qu'il a reçue. Voilà. Donc on prend des choses qu'on a estimées valables. Donc ceux-là, on s'échine à les transmettre, et puis de l'autre côté, on regarde ceux dont on a souffert et on essaye de les éviter. Seulement, des fois, il y a un problème, c'est-à-dire que quand on a une éducation qui a été très oppressante, qu'on n'a pas le droit de parler à table, comme on dit, on a tendance la plupart du temps à être l'autre côté de cette position-là, c'est-à-dire à être tout le temps dans ce que j'appelle le séminaire éducatif en soi. C'est-à-dire que va te coucher, on commence à 20h, et à 22h on y est encore, et le monde n'est pas couché. Et quand il décide d'aller dans son lit, il se trouve que le lit a été fait, il faut partir faire le lit, ou c'est le doudou qu'on ne trouve pas, etc. D'où cette question de l'inventaire. Et puis, je vais essayer de donner mon sentiment sur cette question, pourquoi la limite? Alors, il y a un premier point.
anthropologique sur la question de l'enfant. L'enfant quoi, dont on parle tout à l'heure. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il s'est provoqué un renversement anthropologique, c'est-à-dire que c'est les enfants, c'est les parents aujourd'hui qui ont peur de ne plus être aimés par les enfants. Alors ça, c'est un... Je disais tout à l'heure, c'est un sacré merdier, parce que quand on est... Vous voyez bien que tout est renversé. Hein, et quand on est dans cette situation, oui, exercer la limite au quotidien, ça devient très compliqué. Voilà. Avant, les enfants étaient punis, ils avaient pleuré dans leur chambre, puis ils revenaient. Maintenant, les parents punissent, et après ils vont pleurer eux-mêmes dans leur chambre, et puis ils reviennent. Ça, c'est quand même curieux. Après, parce que ça emporte un coup à la consistance de la limite qu'on pose à un moment donné par rapport à l'enfant. Il faut le regarder dans le quotidien, tout ça, comment ça s'est traduit, c'est des fois hallucinant à regarder. Alors, pourquoi la limite? Alors, je vais prendre forcément une position idéologique. Et elle sera à l'opposé de Jean-Jacques Rousseau. Vous savez, on éduque les enfants en fonction d'une position idéologique, hein, en fonction d'une conception qu'on a de l'enfant. La conception idéologique qui prévaut en ce moment au niveau de la grande délinquance aux États-Unis, c'est l'armée. Voilà, c'est une position idéologique. Quand Jean-Jacques Rousseau disait l'enfant naît bon naturellement et qu'il ne fallait pas le contrarier, c'est une position idéologique. Et la mienne, c'est que l'enfant, je vous les caricature puisqu'il est presque midi, le nourrisson est un sauvage. C'est un sauvage. Hein? C'est-à-dire que tout son fonctionnement psychique et physique est déterminé par le besoin, par le principe de plaisir et par la toute-puissance dont vous avez parlé tout à l'heure. À partir de là, quand on considère, on a décrit l'exemple des nourrissons, hein, ils crient, ils hurlent, ils n'arrêtent pas, ils se traînent par terre, ils sont morts de colère, etc. etc. Donc c'est quelque sorte une sorte de petit animal sauvage là qu'on a, qui fait une crise. Et il y en a des crises en ce moment, hein, Noël s'approche, des choses comme ça, la crise est... Voilà. Donc je pars de là. Partant de là, vous voyez bien que la question de la limite c'est quoi? Les limites que nous avons au quotidien, tout le temps, ces limites-là ne sont que des déclinaisons des trois interdits fondamentaux. Vous les connaissez, les interdits fondamentaux? L'interdit de l'inceste, l'interdit du meurtre, l'interdit du cannibalisme. À partir de là, tous les interdits qui en découlent, les règles, les règlements intérieurs, etc., sont des déclinaisons de ces trois interdits fondamentaux. Mais à quoi ça a servi ces trois interdits fondamentaux? À mettre en place ce qu'on appelle la civilisation. La civilisation. Parce que vous voyez bien, quand il y en a une qui saute, on est dans la barbarie la plus fondamentale. Donc les déclinaisons de ces trois interdits sont ce qui permet aux nourrissons de s'arracher de cette position initiale faite de pulsion, de toute puissance et d'intolérance complètement foncière à la frustration. Alors, ces limites-là, bien sûr, vous avez bien dit, on les pratique dans un cadre bien particulier, qui est la fermeté bienveillante. Je veux dire, il n'y a pas pire manière de maltraiter un enfant que de le laisser en proie à ses pulsions tout le temps. La maltraitance, la bonne traitance, il n'y a pas pire manière d'abandonner un enfant, de le maltraiter, que de le laisser à la loi de la pulsion, de la toute-puissance et de l'intolérance à la frustration. Donc après, là, vous voyez bien que la question de la limite devient un impératif catégorique, comme disent les philosophes. C'est que ça s'impose compte tenu de cette situation initiale. On peut dire aussi que c'est un impératif anthropologique, c'est-à-dire que ça permet de faire de l'humain. Ça permet de faire de l'humain, de faire là où on a la pulsion, la barbarie, etc. Donc c'est un impératif anthropologique. Et puis on pourra dire bien sûr que c'est un impératif psychologique, puisque ces limites-là permettent à l'enfant de se structurer dans la tête, de se socialiser, hein, et pour tendre petit à petit vers les liens sociaux, vers ce qu'on appelle l'autonomie. L'autonomie, c'est à la fois être responsable et pouvoir se mouvoir en fonction du niveau de développement dans lequel on est.
Hein. Un nourrisson, quand il commence à aller à 4 pattes, il acquiert un rayon d'autonomie. On voit bien d'ailleurs, on réaménage toute la maison. Hein, parce qu'on voit qu'il ne reste plus là où on l'a posé. Après, quand il commence à marcher, on réaménage encore la maison. Parce qu'il y a un rayon d'accès qui est plus grand. Il commence à faire du vélo. Les galères commencent. Ça fait du temps. Il a les scooters. C'est mortel pour les parents. On continue. Après, il a une voiture. Il peut se rendre en Espagne alors qu'on croit qu'il est à Perpignan. Oui, c'est ça aussi. Cette question de l'autonomie. Je crois que, je le disais tout à l'heure, ces limites-là, c'est pratique dans un cadre bienveillant, mais dans un travail d'ajustement tout le temps en fonction de l'enfant, en fonction de son acquisition, en fonction de comment il rentre dans l'espace de la parole, comment il rentre dans l'espace du langage. Et c'est ce que j'appelle, moi, un travail de civilisation, un travail d'humanisation du nourrisson.